La rétrospective sur Tosongana Télévision, bienvenue à tous. Processus électoral en RDC, le PPRD de Joseph Kabila Kabange reste serein dans sa décision et ne prendra pas part au processus d'enrôlement. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie exige la recomposition de la CENI et insiste sur le consensus avant de s'activer aux élections de 2023. Suivez le propos de India Omari. Le PPRD et le FCC iront aux élections le 20 décembre 2023. Mais le PPRD, c'est ça qu'il faut nuancer, le PPRD refuse, boycotte l'enrôlement irrégulier de M. Kadima. Je vous ai dit, le processus est irrégulier, il y a un certain nombre de choses qui font à ce que le PPRD attend une réponse de la part de la centrale électorale et du gouvernement. Kadima lui-même a posé des préalables pour aller aux élections. Nous, on ne refuse pas d'aller aux élections, mais nous refusons l'enrôlement. Nous avons boycotté ce processus qui est irrégulier. Aujourd'hui, nous avons tout un dossier qui est documenté aujourd'hui parce que nous trouvons que non, les matelas aujourd'hui nous renvoient vers les contestations qui vont emmener le pays au trouble. Non, mais écoutez, c'est le forcing qui va déterminer la finalité de ce qu'il va y avoir. Le forcing va déterminer. Et nous savons qu'ils ne sont pas capables. Vous êtes au courant que Kadima lui-même a posé les contraintes. Parmi les contraintes, il y a l'argent, il y a beaucoup de choses. Regardez aujourd'hui, la CENI est incapable même d'acheter les véhicules, donc la logistique. Donc, écoutez, nous vous disons la vérité. Si vous ne voulez pas la vérité, tant mieux. Votre forcing, écoutez, nous allons observer ensemble et on va agir ensemble. Le lundi 9 janvier, nous vous avons présenté la situation du quartier de la cité Pumbu. Nous sommes là dans la commune de Mongafula qui est menacée par une érosion qui a englouti plusieurs maisons, plongeant ainsi les habitants dans la désolation la plus totale. Patrick Lokala pour le commentaire. Une grande partie de ces quartiers est peut-être en voie de disparaître. Cette érosion qui provoque des mouvements de terrain et une perte importante des sols ne fait que progresser à pas de géant. Ces progrès rapides est dû aux eaux des pluies diluviennes qui ont eu lieu ces derniers jours à Kinshasa. Mawa, c'est triste. Toutes nos maisons sont emportées par les pluies diluviennes. Nous ne savons quoi faire. Je suis au bout. Mon mari est décédé il y a longtemps. Je suis veuve. Que les autorités nous viennent en aide. Ces eaux mal canalisées et les constructions anarchiques sont à la base de cette catastrophe naturelle qui a rendu certaines routes impraticables. Face à cet état des choses, la population lance un cri d'alarme aux autorités. Vraiment, comme vous nous voyez ici, la situation est catastrophique. Les pluies qui se sont abattues ont tout emporté. Nos maisons, je ne sais pas si on fera comment. Il y a eu des morts. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Les maisons emportées, d'autres à moitié. La population est dans l'impasse totale. Les gouvernants doivent favoriser les phénomènes d'infiltration pour limiter les ruissellements. Pour les sols cultivés, diverses pratiques culturelles peuvent être mises en œuvre pour les agriculteurs afin d'augmenter l'irrégularité du sol et limiter les ruissellements qui provoquent ces érosions à Kinshasa. La Chine avait levé la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger, mettant fin à 3 ans d'isolement du pays au moment où il est confronté à une flambée des cas de Covid-19, poussant de nombreux pays à instaurer le test PCR pour les voyageurs en provenance de Chine. Jocelyne Mwanda pour les commentaires. La Chine
pays géant de 1,4 milliard d'habitants, a mis fin dimanche 8 janvier à 3 ans d'isolement auto-imposé suite au Covid-19. À Hong Kong, les restrictions strictes en matière de déplacement vers le reste de la Chine se sont également assouplies. À l'aéroport international de Pékin, les barrières séparant les arrivées internationales des arrivées nationales ont disparu, de même que le personnel en combinaison de protection. Un élément incontournable de la politique zéro Covid chinoise. Entre-temps, une dizaine de pays imposent des tests aux voyageurs arrivant de Chine. C'est le cas des États-Unis qui instaurent le test PCR obligatoire pour les voyageurs chinois. L'Union européenne a à son tour encouragé la semaine dernière ses États membres à imposer un dépistage pour les voyageurs en avion provenant de Chine. Malgré la fin de la quarantaine, le nombre de cas de Covid ne fait que s'accroître. La police nationale congolaise a mis en exécution depuis le lundi 9 janvier le mot d'ordre lancé par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, celui de déguerpir les marchés pirates et les vendeurs ambulants le long des grandes artères de la ville de Kinshasa. Reportage. Tous les vendeurs le long de grandes artères ont été délogés ce lundi 9 janvier par les agents de l'ordre. Ça fait plusieurs jours que ce petit commerçant, le long de grandes avenues, ont été prévenus. Je ne me suis pas organisé par rapport à moi. Là, je pose d'abord la question, où est-ce que je peux aller? Parce que marché central, c'est la société, on nous dit d'entrer à Liberté. Est-ce que vous savez des conditions qui se causent à Liberté? Est-ce que marcher à Liberté, c'est la possibilité à autonomie, à population, à vous voyez? Même si on a des choses à dire, même si on est bien à Royo. Nous n'avons pas d'autre occupation, nous sommes de veuves. Comment allons-nous survivre? Que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, nous vienne en aide. J'ai 5 enfants. Mon mari n'a pas de revenus. Je viens ici pour subvenir aux besoins de la famille. Certains parmi les avertis ont fait sourde oreille à cette décision prise par l'autorité urbaine lors d'une grande réunion qui a eu lieu à l'hôtel de ville de Kinshasa. Avant ce déguerpissement, on les avait déjà prévenus que toute personne doit regagner le marché pour ses activités. Et donc, aujourd'hui, l'essor s'est acharné sur eux. Ce n'est pas la faute des autorités de tutelle. C'est une bonne décision, car dernièrement, il y a eu un accident grave à cet endroit. Les Congolais sont souvent têtus, ils n'écoutent qu'avec la menace. C'est bien d'appliquer des mesures fortes, mais il faut aussi trouver des solutions pour ces familles qui n'ont que ces activités pour survivre. Gouverner, c'est prévoir. Mardi 10 janvier, on a parlé de la nouvelle du Rwanda. Paul Kagame a estimé dans un discours devant les parlementaires que le Rwanda ne pouvait pas continuer d'accueillir des réfugiés congolais en étant insulté en réponse aux accusations de soutien de Kigali à la rébellion du groupe armé M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Jemima Wanja. Cherchons l'occasion de se voiler d'une robe blanche après des multiples preuves affirmant son soutien aux troupes rebelles qui sèment la terreur dans la partie est de la RDC. Paul Kagame, président du Rwanda, a au cours d'un discours devant les parlementaires rwandais laissé entendre que son pays ne va plus accueillir des réfugiés venant de la République démocratique du Congo. We cannot keep being host. Nous ne pouvons pas continuer d'accueillir des réfugiés pour lesquels plus tard nous sommes tenus pour responsables d'une manière ou même insultés. Tous ceux qui pensent que c'est le problème du Rwanda et non pas celui du Congo, premièrement, retirer les Congolais qui sont ici. Ce qui arrive tous les jours à cause des actions de leur gouvernement et des institutions qui disent que le gouvernement ne fonctionne pas correctement. Ce n'est toujours pas mon problème. Et si c'est mon problème, c'est le vôtre aussi. En tant que communauté internationale, c'est à eux que je m'adresse. C'est autant votre problème que le mien.
Cette décision vient compléter la suite du conflit qui règne entre Kinshasa et Kigali après que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a démasqué l'hypocrisie manifeste du président rwandais lors de ses sorties médiatiques. Ici est de rappeler qu'il y a de cela une décennie que les relations entre Kinshasa et Kigali restent tendues, d'où le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a signifié que le Rwanda a accueilli depuis novembre plus de 76 000 Congolais, pour certains depuis plus de 20 ans, et les médias locaux parlent de plus de 2000 nouveaux arrivants ces 2 derniers mois. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a effectué le mardi 10 janvier au stade Tata Raphaël une visite d'inspection et donc il a recommandé et obligé aux ingénieurs d'accélérer le travaux de la 9e jeu de francophonie qui se tiendra dans 6 mois. Stéphane Mouchipai pour le commentaire. 4 mois après sa visite dans le site qui vont abriter le 9e jeu de la francophonie, notamment le stade de Martyrs, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a repris son bâton de pèlerin ce mardi 10 janvier 2023 dans les 3 sites. Le stade de Martyrs fait la 2e étape de sa ronde de ce mardi 10 janvier 2023. Après avoir effectué cette visite, le chef du gouvernement des Warriors veut un suivi pour accélérer les travaux, puisque dans plus exactement 6 mois que le 9e jeu de la francophonie Made in RDC ouvrira ses portes. Nous sommes ici dans le cadre des suivis, des travaux qui sont exécutés dans le cadre des Jeux de la francophonie, les 9e Jeux de la francophonie, qui vont se dérouler ici à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août de cette année 2023 à Kinshasa. Ce sont des jeux que nous avons voulu accueillir selon la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République pour non seulement le rayonnement de la francophonie dans ce pays qui est finalement le plus grand pays francophone du monde, et puis à côté de cela avoir cette grande fête de la jeunesse, surtout dans ce message d'espoir que nous devons donner indépendamment de tous ces défis sécuritaires que nous avons particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Nous étions ici au mois d'octobre de l'année passée et nous avions promis de faire un suivi sur les travaux qui doivent s'exécuter. Nous avons fait aujourd'hui 2 sites principaux, le site Tata Raphaël ainsi que le site de Stade des Martyrs, qui vont accueillir plusieurs disciplines qui vont se dérouler dans le cadre de ces Jeux. Et d'autres sites bien sûr restent à visiter. De ce que nous avons vu, nous estimons qu'il faut encore accroître non seulement le suivi technique, mais surtout le suivi financier des travaux qui doivent s'exécuter de manière à ce qu'on puisse être dans les délais. Signalons que les 2 grands sites seront utilisés pour les disciplines sportives retenues, le stade Tata Raphaël et le stade de Martyrs, des sites pour les logements des athlètes, entre autres l'université de Kinshasa, l'enceinte de l'inspection provinciale de la police nationale IPEKIN avec le bâtiment construit dans le cadre de la coopération agence japonaise et la police nationale congolaise. Mercredi 11 janvier, Richard Mouyej Manguez a démissionné de son poste de gouverneur de la province du Lualaba après 2 années d'absence. L'annonce a été faite dans la soirée de mardi 10 janvier dans une correspondance adressée au vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Daniel Asselo. Glodave Boloy nous fait le point. Il a transmis sa lettre de démission au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, par le biais du vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Cette démission intervient 2 ans après sa rétention à Kinshasa, loin du Lualaba. Pendant son absence, la province a été gérée par la vice-gouverneure Fifi Masuka jusqu'à ce jour. Se fondant sur les conclusions des observations de l'inspection générale de finances, IGF, après sa mission de contrôle, l'organe délibérant du Lualaba avait décidé de mettre en accusation le gouverneur Richard Mouyej. Il lui a été reproché les détournements de plus de 369 millions de dollars américains, fonds décaissés sans justificatif, partis dans la capitale congolaise, peu avant la conférence des gouverneurs tenue en décembre 2020. Richard Mouyej n'est plus revenu depuis dans la province.
Direction l'Ituri. Le gouverneur militaire Johnny Luboya était au centre d'instruction de Rwampara, situé à environ 17 km de la province, accompagné des membres de la sécurité provinciale de l'Ituri. Johnny Luboya était sur terrain pour se rendre compte de leur performance avec leur déploiement. Avant leur déploiement, nous parlons ici des plus de 700 nouveaux recrues dans l'armée. Ils sont plus de 700 venus du centre militaire de Lukusa. Durant 3 mois, ces soldats ont été outillés et formés par des instructeurs de l'armée régulière, de la 32e région militaire et de la garde républicaine, mais aussi de la MONUSCO. Le gouverneur militaire Johnny Luboya a palpé du doigt ce mardi les exercices et démonstrations de tir de nouvelles recrues en formation à Rwampara, au centre des opérations. Occasion pour le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya, de rappeler aux groupes armés réfractaires au respect de leur acte d'engagement de processus de paix. Dans le cas contraire, ils seront mis hors d'état de nuire, a-t-il insisté. Que ce soit les groupes armés locaux ou étrangers, les gens ont signé des actes d'engagement et donc ils doivent respecter ces actes d'engagement-là. Si vous ne respectez pas les actes d'engagement, bon, on va vous engager, nous allons vous neutraliser. Hier à Drodo ou avant-hier à Drodo, vous avez vu que ceux-là qui sont venus, qui n'ont pas respecté les actes d'engagement, mais on les a traités comme tels. Et signalons que ces militaires de la force spéciale Tigre ont clôturé ce mardi 10 janvier leur formation. Ils seront bientôt déployés pour combattre les milices qui déstabilisent l'Ituri. 10 otages des terroristes ADF ont été libérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont été remis à la société civile. Natacha Bomongo pour les commentaires. C'est le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, le capitaine Anthony Mwalushai, qui soutient que ces otages ont été libérés lors des affrontements entre l'armée régulière et les ADF dans les territoires d'Irumu en Ituri. Il faut savoir que depuis un certain temps, des otages des ADF sont libérés par les FARDC dans différentes localités des territoires d'Ebeni au Nord Kivu et Irumu en province de l'Ituri. Voilà pourquoi l'armée congolaise réaffirme sa détermination à restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo, longtemps troublée par l'insécurité. Sachez également que le vendredi 13 janvier, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a participé au chapiteau de la Cité de l'Union africaine à la première expédition d'or équitable de la République démocratique du Congo vers l'Émirat arabe uni. Cette première expédition qui consolide le partenariat entre les deux nations va, selon Félix-Antoine Tshisekedi, garantir des bonnes conditions de travail et de vie aux creuseurs artisanaux vivant dans l'Est de la République démocratique du Congo, lesquels sont regroupés en coopératives. Stéphanie Mpagna. C'est dans le cadre de la coopération avec les Émirats arabes unis que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la cérémonie de la vente du premier lot d'or qui découle de la coopération commerciale et économique avec les Émirats unis le 10 décembre dernier. De ce contrat qui a pour objectif de lutter contre la fraude minière, sont nées 2 sociétés dont Prima Gold RDC et Prima Metal Gold pour lutter contre la contrebande dans ces secteurs. Chaque année, des milliards de dollars issus des zones de conflit ou des zones à haut risque sont acheminés vers les marchés internationaux dont font partie la Chine, les États-Unis, l'Inde, pour ne citer que cela, sur fond d'une hausse record des prix internationaux de l'or. Selon le Trésor américain, 90% de l'or congolais est écoulé clandestinement via les pays de la région des Grands Lacs, dont le Rwanda et l'Ouganda, où est souvent raffiné et exporté vers les marchés internationaux. Plusieurs mesures de restriction avaient été faites en faveur de la République démocratique du Congo suite à la situation sécuritaire au pays à cause de l'or raffiné et commercialisé illicitement sous le contrôle des groupes armés dans les Maïmaï Yakutumba et Raïa Mutomboki dans le Maniema. Pour rappel, Jean-Michel Samaloukonde ainsi que ses ministres avaient été chargés en octobre dernier
pour œuvrer chacun dans son secteur pour le bon aboutissement des différents accords bilatéraux signés avec les Émirats arabes unis. Attentat dans la ville de Kinshasa. Les gouvernements congolais remettent la pendule à l'heure. Ce document qui circule sur les réseaux sociaux et qui crée une panique au sein de la population est un fake. La confirmation est de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, qui invite par ailleurs les Congolais et Kinois en particulier à vaquer librement à leurs occupations. Direction le Kenya, Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné de la communauté d'Afrique de l'Est EAC, a rencontré les responsables du M23 au sujet de la question sécuritaire au Nord Kivu, où la rébellion M23 contrôle plusieurs entités en territoire de Rutshuru depuis juin 2022. Regardez. L'ancien président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, en sa qualité de facilitateur du processus de paix de la communauté de l'Afrique de l'Est pour l'Est de la RDC, a rencontré jeudi 12 janvier à Mombasa une délégation du M23. L'ancien président kenyan s'est donc entretenu avec Bertrand Bisimwa, l'un des responsables du mouvement rebelle. Ce dernier était accompagné de plusieurs membres du M23. S'en est suivi un communiqué publié par l'organisation régionale qui assure que la rébellion a convenu de poursuivre son retrait des zones aujourd'hui occupées dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Un retrait qui avait été décidé lors d'une réunion de chefs d'État de la région à Luanda en Angola en novembre dernier. Depuis le M23 s'est retiré des Kibumba, à environ une vingtaine de kilomètres de Goma, le 23 décembre. Mais aussi le 6 janvier, le camp militaire des Rumangabo, l'un des plus grands camps de forces armées congolaises dans la région. Autre point évoqué dans ce communiqué, les consultations de Nairobi entre les groupes armés et les autorités congolaises. Selon l'EAC, il se tiendra dans l'est de la RDC au mois de février prochain. Le samedi 14 janvier, nous vous avons parlé du Conseil de ministres où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a appelé les gouvernements à mener des études profondes de création de nouvelles voies ferrées et routières, de nouvelles voies, secondaires sur l'étendue du pays. Je vous propose donc de suivre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le flux logistique au départ et à destination des ports maritimes situés dans cette province. Cette situation démontre à suffisance la nécessité de réhabiliter des axes diversifiés pour relier Kinshasa au Congo central, en l'occurrence la voie ferrée et la route provinciale RP 118 Kassangulu-Mvululu-Sekoma-Njili-Brasserie qui permettra un accès plus direct pour les transports des conteneurs destinés aux entreprises localisées dans les zones d'activité industrielle de la capitale, notamment dans les communes de Limete et de Maluku, avec l'implantation de sa zone économique spéciale. Évoquant le principe sacro-saint, gouverner c'est prévoir, le président de la République a invité le gouvernement à initier des grandes réflexions sur la création, sur le moyen et long terme, des nouvelles infrastructures routières et ferroviaires sur toute l'étendue du territoire national à la hauteur de l'ambition de notre pays, particulièrement dans la province du Congo central, seule ouverture naturelle au monde extérieur par l'océan Atlantique. En effet, au vu de la démographie exponentielle qui caractérise les grandes agglomérations de notre pays et en prévision du flux de marchandises qui devrait provenir des activités du port en eau profonde de Banana, il est inconcevable d'entrevoir un quelconque dynamisme économique et un développement sans que soient créées les nouvelles voies de communication, ainsi compris les autoroutes, des voies ferroviaires modernes. Toutefois, à court terme. Poursuite de la mission de commandement et d'évaluation du chef d'état-major général de FARDC, à savoir Christian Chiwewe, après Goma. La deuxième étape était donc la ville de Lubumbashi. Reportage. Musique en état-major général.
Arrivé jeudi soir à Lubumbashi, le lieutenant général Thioé Songe Sakrission s'est imprégné ce vendredi 13 janvier 2023, sous une forte pluie, de la situation générale de la deuxième zone de défense, lui présentée par son commandant, le lieutenant général Masunzu Pacifique. Cette zone relativement calme sur le plan sécuritaire dans les Grands Katanga et Grands Kasaï, dans leurs anciennes configurations, le général Masunzu a fait voir au chef d'état-major général les efforts fournis par les FARDC, notamment dans l'opération Usalama, dans les Tanganyika et Mazingirabora, contre les Bakata Katanga, dans les parcs d'Upemba et Kundelungu, dans le Haut-Katanga. Motif de satisfaction pour le chef d'état-major général qui a, en outre, mis en garde certains officiers de cette zone qui s'adonnent à l'affairisme dans les carrés miniers et usent des trafics d'influence pour s'accaparer des biens des civils. Les difficultés fait face à cette zone lui ont été également présentées et le général Thioé a promis de rendre compte à l'autorité suprême. Une visite analogue s'en est suivie à l'état-major de la 22e région militaire. Sur le lieu, le numéro 1 de l'armée ne s'est pas retenu pour régler certaines difficultés que fait face l'état-major de cette région et a donné quelques orientations au commandant région. Il a à cet effet réitéré l'appel à la cessation des activités minières par certains officiers pour s'aligner à la vision du chef de l'État de faire des FARDC d'une armée dissuasive et professionnelle. Pour clôturer sa série de visites de ce vendredi, le général Thioé est allé présenter ses civilités au gouverneur Jacques Kiabula Kwete du Haut-Katanga et a visité les vivres et matériels entreposés sinon militaires en formation à la base de Kamina, prochaine destination de son inspection. Les centres d'enrôlement resteront opérationnels durant le 2 jours déclarés fériés et payés en République démocratique du Congo, soit le 16 et le 17 janvier, a fait savoir donc la Commission électorale nationale indépendante CENI dans un communiqué remis à la rédaction Tosungana Télévision. La CENI porte à la connaissance du public que les centres d'inscription seront ouverts de 7h jusqu'à 17h, heure locale, sur l'ensemble de 10 provinces. De la première ère opérationnelle aux dates du 16 et 17 janvier. L'organe technique des élections invite par la même occasion les requérants remplissant les conditions exigées à se rendre donc au centre d'inscription de leur ressort respectif pour se faire enrôler. Voilà qui met fin à cette rétrospective sur Tosungana Télévision. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes.